Salut les amis! Vous savez que parmi ceux qui s'expatrient, au bout parfois d'un an, ils ont envie de rentrer en France et rentrent et ils sont tellement contents de revenir chez eux. Et parfois on en a d'autres aussi qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, ils repartent mais là un peu forcés parce que pour différentes raisons en tout cas parce qu'ils n'ont pas réussi à s'implanter et ils ne rêvent en tout cas que de revenir. Ça va les amis? Ils attendent? Allez, aujourd'hui, on va vous parler des 7 causes d'échec de l'expatriation. Échec, n'importe quoi. Allez, c'est parti. Alors, la première cause d'échec, c'est de choisir un pays qui ne nous correspond pas. Amel, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors, en fait... t'as rien à dire. Mon Dieu. Première cause d'échec, c'est de choisir un pays qui ne nous correspond pas. Et là, c'est-à-dire de partir sur le choix d'une destination qui ne correspond pas à notre personnalité, nos attentes, notre lifestyle, notre vie de famille. Par exemple, il y a des pays où c'est bien quand tu es jeune, que tu es fait tard, que tu aimes sortir, etc. Mais pour les enfants, ça ne le fait pas pour la vie de famille. Et tu as d'autres... Ibiza. Ibiza. Je sais pas. Le cliché, c'est Ibiza. Voilà. En tout cas, l'une des premières erreurs, c'est de choisir du coup un pays qui ne te correspond pas dans les critères. D'ailleurs, vous pouvez aller cliquer pour aller voir notre vidéo sur comment on a préparé notre expatriation pour venir vivre à l'île Maurice, où on explique comment on a choisi l'île Maurice parmi la pléthore de pays qu'il existe dans notre monde. Par exemple, on va raconter une petite anecdote. Donc Marwan a son cousin qui habite en Suède, à Stockholm. Riyad, salut si tu passes par là. Et il habite en Suède depuis un certain nombre d'années. Il vient d'Algérie, il est arrivé en France et quelques temps après, il est parti en Suède. On s'est donc posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas nous-mêmes aller vivre en Suède? Et parce qu'il nous a vanté les mérites de ce pays, on connaît assez bien les facilités liées à l'éducation, tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes dans les pays nordiques, sauf que, par exemple, moi, j'hiberne en hiver. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je crois. En tout cas, en hiver, j'ai tendance à ne pas sortir. J'ai tendance à hiberner. Et le froid me glace, sans mauvais jeu de mots. Et donc, du coup, je me suis dit, je ne peux pas aller vivre dans un pays où il fait froid quasiment la moitié de l'année. Et nuit. Et nuit. Et nuit, ouais. Parce que les journées se lèvent en hiver... vers 9h30, 10h, il me semble, et se couche vers 14h30. 14h, ouais. Non, ça dépend des régions. Ouais, en tout cas, c'est vrai que je pense que tu ne serais pas sorti très souvent. Oui. Donc, c'était pas sur ce point-là. Là. Par exemple, c'était un tout petit point. Donc, un petit exemple qu'on vous donne qui fait qu'on ne pouvait pas choisir un pays dans lequel il fait froid. Donc, ça a supprimé de facto de notre liste la Suède, le Canada, qui nous intéressait aussi quand même pas mal, et l'Islande, qui faisait aussi un petit peu partie de notre liste. Ouais. Ça a supprimé ces pays de notre liste avant d'arriver à l'île Maurice, parce que clairement, on s'y voyait pas. Tout à fait, exactement. Ça, c'était juste un petit exemple. En tout cas, vous pouvez faire ce petit exercice entre vous, c'est de lister les choses récalcitrantes que vous ne pouvez absolument pas supporter au quotidien et des choses que vous adoreriez avoir au quotidien. Et ça va vous aider déjà dans un premier tri, un premier choix. Voilà, il faut choisir vraiment un pays qui te correspond, qui correspond à votre vie, à votre manière de vivre, votre lifestyle. Est-ce que vous êtes casanier? Est-ce que vous aimez sortir? Est-ce que vous êtes des sportifs? Enfin, tout ça est à prendre en compte. Avoir des enfants, pas d'enfants. Et toutes ces questions vont vous permettre de choisir une destination dans laquelle vous pourrez vous sentir bien. Tout à fait. Et vous avez plusieurs façons pour rédiger votre liste de critères. Un, c'est si vous avez été en vacances dans ces pays-là, ça va vous donner des idées déjà de comment on y vit. Et ensuite, d'aller sur Internet, comme regarder la chaîne Les Immigrés, ou d'autres chaînes d'autres personnes qui sont dans notre pays, et d'aller voir aussi les reportages qu'on peut voir pour essayer de se projeter. Et d'ailleurs, j'enchaîne du coup avec la cause d'échec numéro 2. C'est quoi? Ne pas avoir fait d'exercice de visualisation. C'est un rapport direct avec ce que vient de dire Amel. Parce que quand vous avez dressé vos critères et que vous avez déjà pu avoir une idée de ce que représente la vie dans le pays où vous voulez aller,
vous pouvez vous essayer à faire un exercice de visualisation. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un exercice très puissant, sincèrement. Les sportifs de haut niveau, ils l'utilisent. Et ben, c'est d'essayer de fermer les yeux pendant quelques minutes et d'imaginer, mais de manière très concrète, notre présence dans un endroit. Donc là, si vous avez choisi par exemple de vivre à l'île Maurice, eh ben, fermez les yeux, essayez d'imaginer que ça y est, votre avion il a atterri, vous êtes sorti de l'avion et là, vous sentez une grosse chaleur, un peu humide parce que vous êtes arrivé en été. Vous êtes sur la route pour aller rejoindre votre maison et vous voyez des palmiers, des cocotiers sur le chemin. Vous visualisez un peu les rues que vous avez pu voir sur Internet et vous essayez de vous imaginer au quotidien, ça y est, c'est les jours d'école, vous emmenez vos enfants à l'école, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous les avez déposés, bref, essayez d'imaginer dans les détails cette situation. Et c'est quoi les avantages de la visualisation? Je les ai notés pour ne pas les oublier. Ça va vous permettre de préparer votre cerveau en fait à la situation parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il a imaginé et ce qu'il va vivre. Donc, vous augmentez les chances que ça se passe bien au niveau interne. Et ensuite, ça vous permet aussi d'identifier les points qui ne vous plairont pas. Parce que clairement, si vous vouliez vous expatrier à Dubaï, parce que c'est ça, sur le papier, ça a l'air super beau, mais qu'en imaginant, attendez, en plein été, je vais être beaucoup chez moi, au centre commercial, et c'est vrai que la chaleur, moi je supporte pas, j'aime pas quand ça brûle trop. Et bien là vous allez dire non, mais peut-être que je me vois pas en fait dans ces conditions-là. En tout cas, ça peut vous aider à imaginer la situation, à identifier ce qui ne vous plaira pas. Voilà ce que je voulais vous dire, mais ne pas négliger ce point, la visualisation, c'est pas quelque chose qui est très courant. Moi, je l'utilisais beaucoup dans mon ancien métier avant. J'étais CAD manager, j'ai encadré des conducteurs de train et je les aidais à visualiser la journée du lendemain pour éviter de faire des erreurs au niveau conduite. Et ça marche très très bien. Donc, je vous le donne aujourd'hui en petits tips. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est top de visualiser et moi, j'ai fait mieux que visualiser, j'ai rêvé. Comment t'as fait? Quand on est venu en voyage de reconnaissance à l'île Maurice, ensuite on est rentré en France et j'ai fait un rêve un soir, enfin une nuit, où je me voyais me balader dans le centre commercial, en fait le mall, à l'extérieur, à Cascavel. C'est un centre commercial extérieur. Et je flânais et j'avais énormément apprécié la sensation de ce rêve, tout simplement. Génial. Donc ça a participé à cet exercice, on va dire, de visualisation. Génial. Du coup, on passe au troisième point, la troisième cause d'erreur de l'expatriation. C'est de ne pas avoir communiqué avec sa famille, son entourage proche, qu'on laisse en France. Parce qu'en fait, on a notre entourage, notre famille, nos proches, nos amis, les personnes avec qui on passait le plus clair de notre temps et qui sont importants pour nous dans notre vie. Eh bien, il est important de pouvoir communiquer avec eux sur notre désir d'expatriation et pendant notre expatriation. C'est-à-dire que même là, ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on est là, on continue de parler de la manière dont on vit ici, etc., avec nos mères, etc., et nos frères et sœurs, parce que ça favorise la réussite de notre expatriation. Parce que souvent, hélas, ça va être des proches qui vont être des bâtons dans les roues de notre expatriation. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être un parent qui va nous dire « Oui, tu m'as laissé, t'es parti loin, tu t'en fiches de moi alors que je suis vieillissant, etc. etc. » Et donc, voilà, on peut culpabiliser, se sentir mal, ou des fois, il peut y avoir aussi des situations de vie difficiles quand on est très loin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un décès, une maladie, etc. Et on est très loin, on ne peut pas venir soutenir les personnes qu'on aime physiquement. Eh bien ça peut nous faire poser des questions sur notre expatriation. Mais en général, quand nos proches ont accepté notre désir de partir vivre dans un autre pays et nous soutiennent, eh bien en réalité, ils ne nous feront pas ressentir des choses négatives et nous diront « mais t'inquiète pas, tout va bien, même si je suis malade, ça va aller, etc. » Ils sont là dans un état d'esprit de nous rassurer. En fait, c'est tellement important que
moi, ma maman, par exemple, elle était triste que je parte. Et sa tristesse s'est transformée un peu en colère parce que son fils, un de ses fils, allait la quitter. Et du coup, voilà, en parlant aussi avec mes frères et sœurs, et ben, j'avais un frère avec qui je lui avais bien exposé la démarche. Et du coup, il a eu une position aidante en parlant aussi avec ma maman pour lui expliquer, pour lui faire réaliser que elle aussi, dans son histoire, elle a quitté son pays à un moment donné pour venir en France et qu'elle était heureuse d'avoir fait ce choix aujourd'hui. Et c'est vrai, cette petite prise de conscience qu'il lui a fait prendre, eh ben, a tout changé en fait. Après, j'ai pu avoir des discussions très ouvertes avec ma maman et au final, j'ai eu sa bénédiction pour partir et franchement, ça aide. Et on a eu des exemples concrets autour de nous où des personnes se sont senties très mal pendant leur expatriation parce que leur entourage proche, en tout cas, n'était pas aligné avec leur choix. Oui. Allez, je te laisse passer à la 4e. Ah, la 4e. Bon, la 4e, elle est technique celle-là. Donc voilà, on s'entraide. Hein. La 4e cause d'échec de l'expatriation, c'est de ne pas connaître la courbe de l'expatriation. Tout simplement. Parce qu'il existe une courbe. Une courbe. Psychologique. Psychologique. Vous avez déjà entendu parler de la courbe du décès ? Les phases du décès, ou je ne sais plus comment on appelle ça là, et bien là, c'est pareil. Il y en a 4 pour l'expatriation. La première phase, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. C'est quoi cette phase quand vous arrivez ? En fait, c'est des phases qui ressemblent au mariage. Ah, ça tue, vous allez voir, du coup. Vous pouvez penser maintenant faire le parallèle avec le mariage. Du coup, première phase, vous arrivez, la lune de miel, c'est merveilleux. Tout est idyllique dans votre esprit. Vous avez un filtre en fait qui vous fait voir tout la vie en rose, tout est spécial, tout est émerveillement. Que ce soit le climat, l'architecture locale, le comportement des gens, la culture, tout est merveilleux. Cette période, elle varie, le temps varie, ça peut être 1 mois, 2 mois, ça peut aller jusqu'à maximum 6 mois à peu près. Voilà, 6 mois. Donc ok, la deuxième phase c'est quoi? Vas-y, le choc culturel et émotionnel. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Ah, moi je l'ai vécu, ça a été hardcore. Définis-le d'abord et après tu l'expliques. Le choc culturel et émotionnel, c'est quand ça y est, tu te rends compte que c'est trop différent, tout te manque. Et là, il y a toutes tes petites habitudes de France qui vont te manquer. Tu vas te dire, oh là là, nous on était normands, donc le Neufchâtel que j'achetais chez le fromager, éleveur de vaches, etc. Enfin bref, ça c'est des petites choses qui vont te manquer comme jamais, alors qu'aujourd'hui, plus du tout. Mais il va y avoir une espèce de choc culturel et émotionnel où tu vas voir les choses de manière négative, tu vas être énervé, triste et tu auras envie de revenir en France. Ouais, cette phase est très difficile. C'est dans cette phase que la plupart qui arrêtent et décident de rentrer, c'est dans cette phase-là. C'est dans cette phase-là, en général, qu'on commence à tout comparer à son pays d'origine. Voilà. Et qui d'ailleurs peut être très agaçant si on parle avec des locaux d'ici. Parce que, vous savez, au Maghreb, en Algérie notamment, quand on était petit, quand on allait en vacances là-bas, ils nous appelaient les chez nous là-bas. Parce que quand on allait en Algérie, pendant les vacances, on parlait de la France et on disait nous, chez nous là-bas, il y a ça, chez nous là-bas. Et ben voilà, là où vous allez, si vous commencez à me dire ouais, chez nous en France, ouais, c'est pénible. En tout cas, c'est dans cette phase-là où on commence à trop comparer. Ensuite, il y a la 3e phase, c'est la phase de l'adaptation. Ça y est, on commence à être OK que dans un autre pays, les choses fonctionnent différemment, que les règles du jeu ne sont pas les mêmes, que les comportements sociaux sont différents et et c'est là qu'on commence à grandir d'ailleurs. Oui. C'est vrai. Petite anecdote, une fois Amel m'a mis une gifle psychologique parce que j'ai mis... Je ne me souviens pas. Tu ne te souviens pas? Je dis mais attends, des fois j'ai envie de faire des blagues à des gens et ça ne marche pas. Et elle me disait mais attends, c'est pas les mêmes codes ici, c'est pas le même humour, c'est pas le même lexique. Donc arrête de vouloir changer les Mauriciens, ils sont très bien. Mais je me suis dit mais elle a raison, faut arrêter au bout d'un moment de vouloir imposer son humour. Imposer en tout cas, ouais, c'est vrai, sa vision, voilà. Sa vision de l'humour. Sa vision de l'humour. Et là, mais c'est là que j'ai shifté, je dis mais oui, complètement. Et là, j'ai commencé, moi, pour ma part, à beaucoup apprécier
de manière différente la relation avec l'extérieur. Petite anecdote, d'ailleurs, sur l'humour, il a fait une formation il n'y a pas très longtemps sur tout ce qui est hygiène et c'était une formation en créole. Et le monsieur faisait beaucoup de blagues, pourtant c'était en créole. Hein. Et il a compris Marwan et il était mort de rire pendant cette formation-là. Parce que ça y est, il a compris l'humour mauricien, quoi, Exactement. qui est différent. C'était génial, tout à fait. Quatrième point, la quatrième phase, c'est la maîtrise. L'intégration, la maîtrise. L'intégration, la maîtrise, on peut dire différents noms. Ça veut dire quoi cette phase? C'est une phase où ça y est, tu te sens enfin chez toi, tu arrives à dire je me sens chez moi, tu rentres à la maison, tu te dis je rentre chez moi. Et puis tu as tes routines du quotidien, tu fais tes courses au même endroit, tu as tes petites habitudes qui se mettent en place. Et là, on commence à s'encrouter un petit peu, mais dans le bon sens du terme. Ouais, ça y est, on est OK. C'est notre lieu de vie. C'est chez nous. Ça y est. Ouais, tout à fait. Voilà pour les 4 phases de l'expatriation. C'est important de les connaître parce que si on ne les connaît pas, on ne comprend pas pourquoi on se trouve dans tel ou tel état émotionnel et on prend des décisions qui ne sont pas. Pas quoi? Qui ne sont pas factuelles. Allez, la cinquième cause. La cinquième cause, c'est ne pas maîtriser ses finances. Et de s'expatrier dans un pays et de se dire c'est bon, à l'aise, blaise, j'y vais. Moi, j'ai envie de vivre ma vie de rêve et je dépense à vol-volo, etc. Ou je dépense pas assez peut-être. En tout cas, c'est avoir des sources de revenus suffisants pour le lifestyle que tu veux avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'il y a des causes d'échec à l'expatriation qui sont liées aux finances et de rentrer en France, entre autres, quand vos finances ne vous permettent pas de vivre le lifestyle que vous avez. Ça, c'est surtout pour les personnes qui immigrent comme nous, qui sont des immigrants, mais qui ne sont pas forcément expatriés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un salaire fixe, etc., qui sont peut-être entrepreneurs ou qui viennent en se disant « je vais chercher un travail sur place » et qui vont vivre sur leurs économies. En tout cas, il faut bien préparer son expatriation et ne pas regretter certains choix qu'on peut faire avant de partir. Et ça, c'est une question de finance pour moi. Et puis, c'est aussi du coup de s'adapter et d'adapter sa vie au quotidien sur place en fonction de ses finances actuelles et non pas en fonction de son épargne. Parce que on en connaît qui peuvent venir vivre sur leur épargne, etc. Et finalement, leurs sources de revenus mensuelles ne sont pas suffisantes pour assumer leur lifestyle et ça peut mettre en péril, et ça a mis en péril un certain nombre de projets d'expatriation avec un retour en France qui n'est pas toujours décidé de manière, qui n'est pas fait de manière joyeuse. Ouais, tout à fait. Voilà par rapport aux revenus en tout cas. L'idée c'est de vivre selon ses moyens en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est ça. Donc ça veut dire quoi vivre selon ses moyens? Si tu avais prévu de percevoir tel salaire et qui te permettait de vivre le lifestyle que tu avais choisi en fonction de ce salaire, mais qu'au final tu n'arrives pas à le percevoir et que ton salaire il est moindre, avant de dire je quitte tout, notamment à l'île Maurice, mais dans plein de pays, tu peux revoir tes standards ou au moins provisoirement. Changer de logement. Si tu payes un logement 1000 €, tu peux redescendre à un logement à 500 €. Ok, il sera moins fun. Ok, il sera moins luxe. Ok, il sera moins proche de la plage. Mais il permet de ne pas tout remettre en cause. Voilà, si tu dois réduire un peu au niveau des sorties ou pas vouloir manger du fromage à 12 € alors qu'il coûte 1,50 € en France. C'est pas, voilà, tu peux adapter les choses. Voilà, ne pas voir sur du court terme et s'adapter. Voilà, exactement. Ça, c'était le 5e point sur la cause d'échec, les finances. Yes. Le 6e pour toi, Marwan? La 6e cause d'échec, ne pas être plutôt attentiste concernant les relations sociales. Ça veut dire quoi? Si tu veux te faire des amis, non, je vais reformuler. Tu dois te faire des amis. En fait, quand tu vas à l'étranger, surtout si tu connais personne et que tu restes entre toi, tout seul, si tu pars tout seul, ou toi, ta femme et tes enfants, c'est dangereux. Dangereux parce que tu as tout quitté, ta famille, tes amis. Et ça, c'était des repères importants. Nous, on s'en rend compte. Et que tu as besoin ici d'avoir des gens que tu apprécies,
que tu apprécies, mais aussi que tu aimes partager des choses du quotidien avec eux. Je vous donne un exemple. On a des amis, on se voit pour faire des choses fun, mais aussi des fois quand il y a des problématiques. À la fois, leur enfant est tombé malade, ils sont venus nous voir pour qu'on garde un enfant le temps qu'ils aillent à l'hôpital. Et ben, ça nous fait plaisir parce que c'est ça. Avoir des amis sur place, c'est qu'on peut s'entraider aussi lorsqu'on a des difficultés. Et de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est ça, exactement. Et pour animer, pas animer, mais pour dynamiser vos semaines, avoir des gens voilà, avec qui vous pouvez partager des sorties, tout ça, c'est ce qui va faire que vous vous sentez bien. Sinon, vous allez vite sentir le mal du pays. Exactement. Et petit conseil par rapport à ça, à la socialisation, c'est il faut être proactif. Il ne faut pas attendre. Quand Marwan disait tout à l'heure, il ne faut pas être attentiste au niveau de la socialisation, c'est-à-dire que tu dois être proactif pour aller chercher de nouvelles rencontres. Ça peut être des networking, ça peut être des soirées entre entrepreneurs, c'est ce qu'on fait. Ça peut être d'aller dîner chez des amis qui se présenteront d'autres amis. Et des fois, c'est tout bête, mais sur la plage, on peut discuter parce qu'on partage un jeu entre enfants, etc. Et à la fin, on discute, on a une affinité, on se revoit, on boit un verre ensemble et on se rend compte qu'on s'apprécie. Ouais, tout à fait. Des fois, c'est très simple. Exactement. Et sur cette partie-là, sincèrement, un truc qui aide vraiment à vivre bien son expatriation, c'est aussi de se faire des amis du pays natif. Oui. C'est pas que des gens que vous connaissez de votre culture. D'avoir des gens du pays natif, mais c'est extraordinaire. Ils nous apprennent des choses qu'on n'aurait jamais pu accéder si on ne parlait pas avec eux. Ils nous font sentir bien, ils nous donnent les meilleurs conseils. Franchement, gros merci à Bruno, Hélène, Annabelle, tous ceux qu'on a connus de base et qui étaient mauriciens. Et ça, c'est trop beau en tout cas de se faire des amis du pays. Voilà. Oui. C'est clair, on découvre plein de choses, tant au niveau de la culture que même au niveau culinaire. Ça nous a permis de découvrir des légumes locaux très mangés, par exemple par les Mauriciens, comme les breads, que nous, on ne connaît pas forcément en France, mais qui sont très populaires ici. Et ça, tu ne le trouves pas à l'extérieur, au resto ou dans le street food. Hein. C'est des trucs que tu manges que chez l'habitant. Ouais. Voilà. Et ça, si tu n'as pas d'amis mauriciens, bah, tu as raté ta vie. I know you told your friend you're not okay. Le dernier point, la dernière cause d'échec de l'expatriation, c'est que des fois on peut perdre de point de vue son objectif et donc c'est de ne pas connaître son why. Son why, c'est son pourquoi. Pourquoi on s'est expatrié, pourquoi on a voulu s'expatrier, et au cours de notre expatriation, on peut perdre de vue cet objectif-là qu'on avait discuté, travaillé, pensé des mois et des mois avant de partir. Et le fait d'en reparler et de le savoir au quotidien, bah, ça nous permet de relativiser quand des fois on se sent mal. Parce que des fois, on a des pics comme ça où on peut se sentir un petit peu mal et on aurait besoin d'être entouré de ces habitudes qu'on avait avant. Mais de se rappeler de son pourquoi, eh bien, ça aide. Et je voulais terminer sur ce point-là en disant, de toute façon déjà, quand on veut s'expatrier, on ne fuit pas quelque chose. On décide simplement d'aller à la découverte d'autre chose. Et ça change tout d'un point de vue du mindset. D'avoir un mindset orienté positif plutôt qu'un mindset orienté négatif. Fuir, c'est négatif à mon sens, sauf si bien évidemment tu n'as pas le choix. Et aller vers quelque chose de nouveau, bien là, ça va avoir un mindset positif. L'idée, c'est d'aller chercher de nouvelles expériences qui vous apporteront énormément, et nous, ça nous apporte énormément au niveau personnel, au niveau familial, au niveau conjugal et au niveau de l'ouverture d'esprit culturel. Enfin, je ne sais même pas tout ce qu'on a pu gagner depuis le temps qu'on s'est expatrié. En tout cas, ça, c'est une vraie question. Et si tu ne l'as pas encore fait, même si tu es déjà expatrié, eh bien fais-le cet exercice-là. Pourquoi tu as décidé d'entrer dans cette aventure d'immigration et d'expatriation? Fais-le seul, en famille, en couple, cet exercice. Pose-toi ces questions-là et posez-vous ces questions et vous verrez que ça va vous permettre de maintenir la motivation. Parce qu'il faut être motivé des fois quand même. Ouais. Je repense au point sur les finances. Si tu es en difficulté financière ou quoi, tu repenses à pourquoi tu as voulu t'expatrier. Et tu peux te dire, mais finalement, je ne voulais pas avoir tel ou tel village, je voulais juste vivre une autre expérience. Et donc là, peut-être que tu pourrais revoir tes standards. C'est clair. En fait, alors que si tu as envie de vivre des vacances géantes, ou ce qui est possible aussi, il y a des gens qui décident de faire des tours du monde, etc. C'est pas le même objectif. Non. Exactement, très différent. Du coup, forcément, les choses que tu vas mettre en place vont être différentes. Exactement. Et puis, il y en a pour qui l'expatriation est prévue d'avance
qu'elle sera sur un temps donné avec un retour prévu. Yes. Et c'est aussi OK. Et c'est OK. I know you told your friend you're not okay. En conclusion, quand on part en famille, eh bien tous doivent se sentir impliqués dans le projet de départ et de vivre dans un autre pays qui est totalement différent, avec une culture différente, des fois une langue différente, des religions différentes et un cadre de vie différent. Et même les enfants. Être curieux et apprendre des autres, franchement, ça permet de ne pas rester en mode comparaison. Le mode comparaison, c'est un mode anti-bonheur. Si à chaque fois on compare, eh ben, on ne va jamais réussir à apprécier les choses au quotidien. Oui, exactement. Et l'expatriation, ça demande de s'écouter en permanence. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes pour ne pas faire des choix encore émotifs. S'écouter, comprendre pourquoi on est dans un état où on est un peu triste, où on sent le mal, et essayer d'analyser les choses factuellement en discutant avec ses enfants, avec ses amis, avec sa famille. Et si vous passez tous les freins qu'on a pu parler, toutes ces erreurs ou toutes ces causes d'échec en tout cas, c'est un nouvel environnement qui s'offre à vous, mais vraiment qui vous paraîtra fascinant. Là où vous allez être, ça va vous paraître fascinant. Et si vous passez tous ces freins, vous percevrez le monde et les autres de manière complètement différente. Ça va vous vraiment, mais ça crée une joie intérieure vraiment indescriptible, au point où vous vous direz « mais comment ça se fait que je n'ai pas sauté le pas avant ?» Et vous serez tellement heureux de vous redécouvrir, de savoir exactement ce qui vous fait du bien dans la vie, ce qui ne vous en fait pas. Vous allez découvrir votre compagnon, vos enfants différemment et surtout, vous allez développer votre ouverture d'esprit parce qu'on est confronté à des peuples qui sont tellement différents que forcément, on apprend de tout et de tout le monde. Exactement. J'espère que cette vidéo vous a plu, Ouais. que ça va vous aider dans votre projet d'expatriation. Si vous sentez que ça va vous aider, mettez-nous un j'aime, parce qu'on aime avoir des j'aime. Ça fait augmenter les amours. C'est nul C'est ça. C'est marrant. Tu peux le mettre dans le best-of, ça. Donc mettez-nous un j'aime si vous avez Un aimé petit cette pouce vidéo. vers le haut. Si elle vous aide en tout cas dans votre projet d'expatriation. Et en commentaire, mettez-nous les questions auxquelles vous voudriez qu'on réponde. On le fait avec plaisir et on vous préparera des vidéos là-dessus, c'est promis. Dans les prochaines vidéos, on a prévu d'autres thématiques un peu plus fun que cette thématique sur les causes d'échecs. On va vous faire une vidéo que nous, franchement, on adore. C'est les expressions typiques, avec un K à la fin, mauriciennes, créoles, et qui nous font juste sourire comme pas possible et qu'on a intégré des fois dans notre quotidien, dans notre manière de parler. Et la deuxième vidéo qu'on prévoit de faire, c'est un vlog sur une activité mauricienne incontournable qui est même à la limite religieuse, tellement c'est quelque chose que les Mauriciens adorent faire. Et on vous dit à très bientôt pour ça. À très très bientôt, teasing. Allez, Ciao! bye bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I